Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, Votre micro est coupé? c'est moins pratique si on m'entend pas. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous pour ce faux départ. Bienvenue dans ce webinaire qui est consacré aux professionnels de la petite enfance. Nous allons bientôt commencer. Il est 13h57. On va se laisser quelques instants, le temps de laisser tout le monde arriver sur la plateforme de webinaire. Installez-vous confortablement. Et bienvenue aux personnes qui arrivent progressivement sur ce webinaire. Alors merci aux personnes qui sont là, malgré le soleil éclatant d'aujourd'hui, vous êtes derrière votre écran, merci. À l'heure peut-être de la sieste des tout-petits, ce qui n'est pas anodin dans le choix de notre horaire pour ce webinaire, puisqu'on s'est dit qu'à 14h, ce devait être la bonne heure pour vous, donc on espère que c'est le cas. Alors, bienvenue à tous. Nous attendons quelques instants pour commencer ce webinaire sur la reprise d'activité des professionnels de la petite enfance. Nous allons vous présenter le programme progressivement. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ou rebonjour, puisque je repère que certaines personnes étaient déjà présentes au webinaire ce matin sur la mise à jour du document unique. Jamais trop de webinaires en ce moment, sur un sujet ou sur un autre. Bienvenue à tous. Nous allons patienter encore quelques instants et je vous proposerai de commencer dans 4-5 minutes, le temps que tout le monde arrive. Le temps de laisser à tout le monde le temps de se connecter. Donc, bonjour et bienvenue aux personnes qui se connectent progressivement sur ce webinaire qui est consacré aux professionnels de la petite enfance. Vous êtes au bon endroit. Si vous êtes un professionnel de la petite enfance, évidemment. Si vous êtes un professionnel de santé aussi, si vous êtes là, vous êtes le bienvenu. Je ne peux pas le dire autrement que comme ça. On va patienter encore quelques instants, le temps que tout le monde arrive sur cette plateforme de webinaire. Alors merci à vous, merci d'être là avant l'heure. Et merci de patienter un petit peu. Alors bienvenue aux personnes qui sont en train de se connecter. Bienvenue, ce webinaire n'a pas encore commencé. Hein. Vous êtes au bon endroit. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment gérer cette reprise d'activité dans ce contexte si particulier de reprise d'activité post, on est quand même dedans, cette reprise d'activité dans le contexte Covid, si vous êtes professionnel de petite enfance. Nous allons patienter quelques instants, le temps que les derniers participants arrivent. Alors, pour répondre à Christine qui pose déjà une question, ce webinaire s'adresse aux professionnels de structures d'accueil petite enfance. On pense aux crèches, on pense au multi-accueil. Et les assistantes maternelles, vous êtes également concernées, je ne pense pas dire de bêtises en disant ça là, sur les parties
la partie hygiène, la partie accueil. Donner la parole à Fabien. Je peux me permettre de répondre? Oui, en partie puisqu'il y a une partie des recommandations qui sont communes sur l'accueil de la petite enfance, sachant que les assistantes maternelles sont particulièrement concernées puisqu'il y a des mesures dérogatoires actuellement qui leur permettent d'accueillir plus d'enfants qu'à l'accoutumée. Donc, les assistantes maternelles agréées au domicile peuvent finalement être des espèces de micro-crèches à domicile, si vous voulez. Donc, effectivement, là, il y a une bonne partie des recommandations qui seront exposées, qui sont applicables dans ce cadre. Tout à fait. Merci, Fabien. Ouais. Alors, je vais tout vous dire. Hein. Vous êtes impatient de tout savoir. On va tout vous dire. Je vais vous dire où on va trouver le replay. On va vous raconter les consignes de sécurité, les mesures organisationnelles, tout ça. On va bientôt commencer. Il n'y a pas de souci. On patiente encore quelques instants, le temps de voir venir des participants qui sont en train de se connecter. Bienvenue aux personnes qui arrivent. Alors, pour les personnes qui auraient des soucis de connexion vidéo ou son, le replay de ce webinaire sera disponible, on vous en parle un peu plus tard, sera disponible sur différents sites internet. Hein. Écoutez, nous sommes une centaine de personnes connectées maintenant. Je pense qu'on est bien pour pouvoir commencer, si vous voulez bien. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ce webinaire vous est proposé par GEST, l'association qui réunit les services de santé au travail du Grand Est. Nous attendons aujourd'hui un petit peu plus de 150 personnes à ce second webinaire consacré à la reprise d'activité des professionnels de la petite enfance. Parmi vous, des entreprises adhérentes à l'un ou l'autre des services de santé de la région Grand Est, d'autres non, des partenaires, des institutionnels, des services de santé au travail. Pas d'inquiétude évidemment, les informations que nous allons vous donner ne font pas cette différence. Ce qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les questions que nous nous posons et les réponses que nous vous apporterons. La plupart des structures d'accueil de jeunes enfants ont dû brutalement fermer leurs portes il y a maintenant 2 mois. Et 10 jours après la reprise d'activité des structures, faisons le point ensemble sur les mesures techniques et organisationnelles à mettre en œuvre pour accueillir les enfants, comment gérer les équipes, comment gérer les parents, comment gérer les locaux, comment gérer les repas. Ma foi, ça fait beaucoup de gestion à organiser. Je me présente, je suis Gaëlle Faure, responsable communication à Alsace Santé au Travail. Cet après-midi, ce webinaire sera animé par Dr Fabien Beauchanger, médecin du travail à AST 67, et Sabrina Serra, infirmière en santé-travail à AST 67. Pour ce qui est des questions, je vous propose de les envoyer par l'outil qui se trouve sur votre droite. Julien Vaudeville, infirmier en santé-travail à EPSAT-Vosges, et Thibaut Carton, ergonome à Amter à Épernay, sont dans les starting blocks pour répondre à vos questions. En fin d'intervention, je me ferai l'écho de vos questions à nos experts. Ce webinaire durera environ 1 heure selon l'interaction que nous aurons en fin d'intervention. Et le replay et le support de présentation seront disponibles sur les sites internet des différents services de santé au travail, dont vous aurez les liens à la fin de cette présentation. Je pense qu'on peut commencer. Docteur Beauchanger, à vous de jouer. Gaëlle, pour cette présentation des intervenants et cette introduction. Donc, je vous ai affiché le plan de la présentation. Donc, c'est un plan qui permet de dérouler de manière assez lisible, finalement, des recommandations officielles qui étaient assez denses. Hein.
avec quelques commentaires du point de vue de la santé au travail. Donc, je vais commencer par des généralités, puisque même si tout le monde entend parler du Covid-19 depuis 2-3 mois, c'est toujours bien de reprendre les notions de base avant de commencer le propos. Donc, le 11 mai a marqué la reprise d'activité des structures de petite enfance. Alors, j'ai mis de toutes les structures, c'est un peu faux, puisque les microcrèches, par exemple, et les assistantes maternelles agréées à domicile ont continué leur activité pendant le confinement. Les seules structures qui étaient obligées de fermer, c'était les structures de plus de 10 enfants, donc tout ce qui était au-dessus de la microcrèche. Donc, l'accueil des enfants est un enjeu économique et social majeur. C'est ce qui va permettre le retour au travail des jeunes parents, donc des deux parents ou du parent, hein, dans le cas des familles monoparentales. On peut, si vous voulez, si les gens qui ont assuré le fonctionnement des supermarchés étaient des professionnels de la deuxième ligne, la petite enfance, c'est la troisième ligne dans la guerre économique là, qui se passe sous nos yeux. Hein. Pour autant, cette reprise d'activité, qui a une finalité avant tout économique et sociale, elle ne doit pas s'affranchir de la préservation de la santé et de la sécurité des enfants et des professionnels. C'est-à-dire, on doit mettre en place toutes les dispositions de prévention qui s'imposent. C'est une question de principe, puisque la santé et la vie humaine sont au-dessus de tout, mais c'est aussi une question pragmatique, puisque c'est en garantissant la santé et la sécurité des enfants et des professionnels qu'on permettra que cette réussite que cette reprise se transforme en réussite. Hein. Donc, je replace le contexte. Ce n'est pas le Covid-19 qui fait émerger la question des risques biologiques en crèche et en petite enfance, puisque finalement, c'est un des risques professionnels prédominants au sein de cette activité. Et à tel point que ce qu'on met en place là actuellement dans le cadre du Covid, ça aura une utilité sur le long terme, voire peut-être pour toujours. J'ai été très satisfait, très, très content. Ça m'a beaucoup aidé de préparer ce webinaire, puisque ça m'a permis de réviser la prévention du risque biologique en petite enfance, qui est un de mes sujets de préoccupation principaux, puisque j'ai de grosses structures. Donc, dans les risques qui existaient, donc avant cette crise, on a quand même plusieurs infections virales qui sont assez préoccupantes. Bon, la varicelle, qui est quand même connue, la rougeole, hein, qui est hélas réémergente, puisque périodiquement, on a des épidémies dues aux carences en termes de couverture vaccinale. Et surtout, le cytomégalovirus. Donc, je profite de ce webinaire pour évoquer brièvement ce point. Cytomégalovirus qui partage des caractéristiques avec le Covid, c'est-à-dire que c'est une infection virale, certes, pas grave du tout chez l'adulte, mais qui n'est pas accessible à la vaccination et qui n'est pas accessible à un traitement, en tout cas pas pour l'atteinte qu'on craint dans le cas de l'infection des professionnels de la petite enfance. C'est une infection virale qui, en cas d'infection pendant la grossesse, peut provoquer des malformations chez l'enfant à naître. Donc, dans un secteur où la plupart des professionnels sont des femmes en âge d'avoir des enfants, ça pose un énorme souci, puisque du coup, les seules mesures de prévention qui nous sont accessibles, c'est les mesures d'hygiène qu'on va détailler là dans le cadre du webinaire. Donc, la reprise en contexte de Covid-19, c'est un défi, mais heureusement, les ressources sont là. C'est-à-dire, on est un des pays qui peut s'enorgueillir, d'avoir professionnalisé la petite enfance. On a des gens qui sont extrêmement qualifiés, et je ne parle pas que de l'encadrement, hein, les professionnels auxiliaires de puériculture, assistantes maternelles sont formés, et je pense qu'on a largement les ressources humaines pour faire face à cette crise. Donc, quelques rappels sur le Covid-19. Donc, c'est un virus, je ne vais pas refaire toute l'histoire depuis Wuhan fin 2019, mais virus donc très contagieux, qui donne des infections très polymorphes, tant en type de symptômes qu'on peut rencontrer qu'en degré de gravité. Donc, c'est une situation à bout piège, hein, si vous voulez. Au départ, on parlait d'une simple grippe, une expression qui était fausse, qui a toujours été, mais peu importe. Et on arrive en fait, avec plusieurs mois de recul, à se rendre compte que c'est une infection qui peut donner des atteintes aussi diverses que, certes, tout avec fièvre, hein, une pneumonie. Ça peut très bien donner uniquement une perte d'odorat isolée, ça peut donner une pseudo-gastroentérite, ça peut donner des éruptions cutanées sans autres signes. C'est réellement polymorphe, aussi bien donc sur ces signes que sur la gravité. C'est-à-dire qu'une personne peut très bien, que ce soit adulte ou jeune ou moins jeune, peut très bien être complètement asymptomatique et n'avoir aucun problème pendant l'infection, tout comme elle peut finir en réanimation, voire en décéder. Hein.
La transmission de cette maladie donc, par les gouttelettes et par le contact avec des surfaces souillées. Au départ, on pensait que c'était surtout la transmission respiratoire. Avec le recul, on se rend compte que c'est un peu 50-50. Heureusement, un virus qui reste largement accessible à l'hygiène, puisqu'il est sensible à la quasi-totalité des agents désinfectants utilisés en quotidien, enfin en pratique quotidienne, c'est-à-dire les alcools et assimilés, la javel, les détergents de type ammonium quaternaire. Enfin, il est sensible à la plupart des agents de désinfection. Donc, plus focalisé là sur les enfants, Covid-19 et enfants. Alors, il faut commencer par dire que les formes graves sont exceptionnelles chez l'enfant, c'est-à-dire qu'on a eu très peu d'hospitalisations, même au pire de la crise, à tel point que beaucoup d'hôpitaux ont converti leur réanimation pédiatrique en réanimation d'adultes pour récupérer les lits, puisqu'il n'y avait pas d'enfants, enfin très peu d'enfants hospitalisés en urgence pour ça pendant la crise. Les décès sont rarissimes en petite enfance. En France, je crois qu'il y a eu un seul décès avant l'âge de 3 ans. La plupart du temps, chez l'enfant, ça consiste en fait en une virose banale avec fièvre ou sans fièvre. Alors, dès lors, puisqu'il n'y a pas de gravité particulière chez l'enfant, pourquoi s'inquiéter du Covid-19 en petite enfance? Justement, c'est une infection qui est peu bruyante, peu parlante, avec des symptômes banals, voire qui peut passer inaperçu. Donc, en fait, ça va poser problème puisqu'on n'a pas besoin d'avoir des symptômes pour être contagieux, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent encore. On ne peut pas, du coup, se baser sur les symptômes, simplement sur les symptômes pour gérer la problématique dans les établissements, puisque ça mènerait, en fait, d'une part, à laisser entrer des enfants qui sont effectivement porteurs et d'autre part, de manière intempestive, refuser des enfants qui ont une autre virose. Alors, là, la problématique est moindre en période printanière et estivale, mais la crise durera probablement jusqu'à l'automne, voire jusqu'à l'hiver prochain, où il y aura les autres viroses qui reviendront, notamment le VRS et autres, et on peut pas, dans ce contexte, se baser sur les signes cliniques pour refuser les enfants. Il y a des inquiétudes sur le rôle des enfants en tant que vecteurs qui se basent là encore sur l'analogie et la comparaison avec la grippe. On a très peu de données sur ce point et les renseignements qu'on a sur la base des clusters qui ont été étudiés notamment avec des études sur les sérologies a posteriori et laissent plutôt penser que ce sont les adultes qui contaminent les enfants et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est les parents qui sont infectés à l'extérieur de la maison qui ramènent le virus et contaminent leur enfant et pas l'inverse. Comme dit, l'analogie avec la grippe, en fait, qui était le gros biais au départ de la gestion de la crise, a créé plus de problèmes qu'elle en a réglé. On ne peut pas se baser sur l'analogie avec la grippe où effectivement les enfants sont le vecteur principal de transmission au sein de la population. Donc pourquoi se soucier du problème aussi? C'est que la protection des salariés est une condition sine qua non de la reprise. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que si on ne gère pas le risque Covid-19 dans les établissements, la reprise d'activité est vouée à l'échec. Pourquoi? D'une part, parce qu'un certain nombre de salariés déclareront un droit de retrait, c'est-à-dire ils ne viendront pas travailler en arguant d'un risque grave et imminent pour leur santé, ce qui peut être totalement justifié en fonction de ce qui a été fait dans leur entreprise. Et aussi tout simplement parce qu'un certain nombre de salariés à risque seront placés en arrêt préventif par leur médecin. J'y reviendrai tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Pour des raisons totalement légitimes, les salariés ne seront pas en état de travailler et puis donc du coup, ça fera échouer la reprise. Donc, pour mettre à plat la problématique, quand on parle de transmission du Covid, il faut bien comprendre qu'il y a quatre transmissions à prendre en compte. La transmission entre adultes. Quand je parle d'adultes, c'est entre professionnels et parents qui amènent les enfants, entre parents qui amènent les enfants et professionnels, et entre parents qui arrivent le matin, entre enfants accueillis, des adultes aux enfants, donc là des professionnels aux enfants accueillis, et des enfants aux adultes. La problématique, si vous voulez, qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est la transmission entre adultes de professionnels au sein de la crèche, puisque celle-là va passer totalement à la trappe, puisqu'on sera focalisé sur les enfants comme vecteurs, alors qu'en fait, je répète, ce sont surtout les adultes qui contaminent les autres adultes et les enfants, pas les enfants qui contaminent les adultes. Donc, je vais, avant d'aller plus dans les détails des mesures à préconiser, je vais quand même présenter quelques messages fondamentaux, quelques grands axes en fait à garder à l'esprit avant de rentrer dans le détail.
puisque c'est souvent un biais hein, quand on parle de risque professionnel, c'est de tout de suite aller aux mesures avant de poser les généralités et de resituer la problématique. Hein. Quand on étudie une question aussi, quand il y a un webinaire ou une présentation, j'aime toujours d'abord afficher quelques grands messages qu'il faut retenir absolument, puisque c'est ces messages-là qui vont vous guider sur le long terme, que vous allez retenir et qui vont être le cadre de votre réflexion. La lutte contre le Covid-19, c'est une formule que j'adore, c'est un marathon et pas un sprint. C'est-à-dire que les mesures qu'on met en place maintenant doivent pouvoir être tenables pendant des semaines, voire des mois. Le Covid-19, ça ne va pas disparaître fin mai 2020. Ce qu'on met en place, les mesures qu'on met en place, aussi contraignantes soient-elles, il faut qu'elles soient durables dans le temps. Ça ne sert à rien. Ce qui n'est pas tenable au-delà de la semaine prochaine, par exemple, ça n'a aucune utilité. Les mesures organisationnelles sont aussi importantes, voire plus importantes que les mesures techniques. C'est-à-dire, si vous voulez, avant de raisonner en termes de protection, de nettoyage et autres, il faut d'abord réfléchir sur l'organisation, sur les pratiques, sur les flux, etc., pour réduire les circonstances exposantes et réduire les sources de contamination de votre environnement. C'est fondamental. Troisième point, la prévention, donc tout ce qu'on va dérouler, ça doit être réactualisé en fonction des consignes, du niveau d'activité, du retour d'expérience, de la situation de l'épidémie, de ce qui a pu se passer dans la crèche ou dans l'établissement, peu importe. Rien n'est figé. Alors, je sais que c'est extrêmement chronophage et fatigant. Je suis premier à pouvoir en témoigner, mais c'est fondamental, puisque ce qui est vrai maintenant peut être faux la semaine prochaine. Pas parce qu'on a dit n'importe quoi aujourd'hui, mais parce que les connaissances évoluent, le contexte évolue. Quatrième point, toutes les parties prenantes doivent être impliquées, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont affaire à votre établissement, quel qu'il soit d'ailleurs, doivent être impliquées dans la prévention du risque Covid-19. Donc ça, c'est le fait même de la présentation, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc quand je dis les parties prenantes, ce sont les parents, les salariés de l'établissement, les fournisseurs, c'est-à-dire ceux qui vous amènent les repas ou les matières premières pour fabriquer les repas, les sociétés de nettoyage, etc. Enfin, donc, les mesures doivent être adaptées à l'établissement, donc ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Ce qui est possible dans une micro-crèche ne l'est pas forcément dans une grande structure et inversement. Un exemple type, sur les modalités de gestion des accueils, que je vais détailler plus tard, ce ne sera pas la même chose dans une énorme structure type multi-accueil où vous avez 40 ou 50 enfants accueillis et une seule porte d'entrée avec un tout petit sas minuscule. Je pense que beaucoup de parents et de professionnels sauront de quoi je parle. Que vous savez que dans les établissements de petite enfance, on a mis des grosses portes à l'entrée avec des verrous magnétiques, des portes qui pèsent 1 tonne avec des sas très petits pour des questions de lutte contre les intrusions, des questions sécuritaires. Ce qui fait que finalement, ça va poser problème pour organiser un accueil. Il va vraiment falloir mettre l'accent là-dessus. Sur une micro-crèche qui a des locaux certes plus petits, mais qui a une porte d'entrée de la même taille pour accueillir 4 fois moins d'enfants, ça va poser moins de problèmes le matin. Enfin, dernier message, ça c'est le message, je pense, le plus important. Tout ce qu'on présente, c'est finalement, ne doit pas faire perdre de vue que ce qui est prioritaire, c'est quand même le confort et la sécurité affective des enfants. Les enfants, c'est un retour que j'ai eu à titre privé ou à titre professionnel sur les préconisations qui ont été faites et qu'elles ont tendance à chosifier les enfants, à vraiment mécaniser la gestion du truc. Peu importe, il faut maintenir la sécurité affective. Ça, c'est pareil, on va revenir dessus sur certains points, je ne vais pas m'étendre. Bon. Avant de passer à la suite, donc encore, je répète, ne pas se ruer sur des mesures à prendre, puisque ça, c'est une question récurrente, en fait, pas seulement pendant la crise, mais de manière générale en termes de prévention des risques professionnels. Souvent, on nous dit quelles sont les mesures à prendre. Non, on ne saute pas directement sur il faut laver ou nettoyer 3 fois par jour ou 3 fois par semaine telle pièce ou tel objet au sein de l'établissement. Il faut tout remettre à plat, décrire l'activité, les process, comment on travaille. On évalue les risques et on les retranscrit dans le document unique. Donc là, je fais le lien avec le webinaire qui a eu lieu ce matin. Là, je m'adresse aux responsables de structure et aux dirigeants, s'il y en a qui participent au webinaire. Ce qui est souvent reproché aux entreprises, ce n'est pas tellement le déficit de mesures concrètes, c'est souvent le déficit d'évaluation et de retranscription des risques. Puisque
le point de départ de la prévention, c'est toujours l'évaluation. On ne fait pas de bonne prévention si on n'a pas évalué les risques. Voilà. Cette évaluation, elle permet de lister les circonstances exposantes, si vous voulez, de leur donner un poids, enfin comment dire, de les scorer, si vous voulez, de leur donner un score, prioriser. Et sur la base de cette évaluation, à côté de chaque ligne, si vous voulez, de risque ou de circonstances exposant au risque, on peut mettre des actions. Et c'est seulement en partant de cette évaluation qu'on arrive à planifier sa prévention et à faire des choses correctes. Donc, j'insiste sur le document unique. Pareil, pour ce qui est des entreprises tierces qui vont intervenir dans les locaux, donc c'est-à-dire ce qui est nettoyage, livraison, cuisine, si c'est sous-traité dans de très grosses structures, remettre à jour ou créer, s'il n'existe pas, le plan de prévention. Donc, un des instruments, si vous voulez, de gestion de la crise, c'est la désignation d'un référent Covid-19 qui est largement préconisé. Donc, c'est préconisé dans le guide ministériel là, de déconfinement des structures de petite enfance. C'est préconisé de manière générale pour toutes les entreprises. Le rôle du référent Covid-19, c'est de sensibiliser, renseigner, conseiller. C'est comme ça que c'est formulé dans le guide. Si vous voulez, c'est plus un rôle de coordination, de veille, d'interlocuteur, de référence. Qui peut l'occuper? Le médecin référent de la structure pour les structures les plus grandes, ou infirmier, infirmière ou puériculteur, puéricultrice. En microcrèche, le ou la référente technique, c'est-à-dire qu'il peut être infirmier, puériculteur ou éducateur de jeunes enfants. Un point sur lequel j'attire l'attention, parce que c'est souvent le biais quand il y a un monsieur prévention en entreprise, il ne faut pas que ce soit uniquement son problème. Il ne faut pas que toutes les problématiques Covid-19, on dise « Ah bah je m'en occupe pas, je laisse le référent s'en occuper ». D'une part, parce que la personne en question, comme vous voyez, elle a une autre fonction à côté. Si elle doit s'occuper de tout ce qui concerne le Covid-19, elle ne pourra pas tenir son poste habituel. Et ce n'est pas l'esprit du dispositif. Hein. L'esprit, c'est que la personne soit plus là, si vous voulez, en recours pour les gens de terrain et pour les professionnels, pas effecteur de toutes les tâches. Il faut que les tâches soient partagées. Si par exemple, il y a un protocole à remettre à jour, un protocole de prévention sur un des aspects du fonctionnement de la structure, il ne faut pas que ce soit systématiquement le référent qui s'en occupe. Donc, je vais vous présenter les grands axes en fait de cette prévention, qui seront en fait qui sont le plan en fait de la présentation. Donc, la réorganisation de l'activité, la mise en place ou renforcement des mesures d'hygiène, les mesures qui consistent à impliquer les salariés dans la gestion de la crise, l'implication des parents, qui est aussi fondamentale. Je pense que c'est un des points fondamentaux, voire la clé de voûte en fait, de la réussite de la reprise d'activité. Et enfin, un point sur la gestion des cas ou suspicion de cas. Merci, docteur. Les mesures organisationnelles, c'est encore moins. Hein. Oui, c'est ça. Oui, je fais juste cette question histoire que vous puissiez souffler une demi-seconde. Oui, non, mais merci, ça me permet de prendre mon verre d'eau. Du coup, maintenant, nous allons aborder avec Dr Beauchanger la gestion des groupes, la gestion des locaux, la gestion du matériel, la gestion des repas, la gestion des siestes. Tout ce qui, je pense, vous pose question, nous allons le détailler maintenant. Voilà. Donc, mesures organisationnelles. Alors, comme je l'ai dit, pourquoi les mesures organisationnelles? Dans la communication officielle destinée au grand public, c'est-à-dire à la vie privée ou à vos transits d'un point A à un point B, on met beaucoup l'accent sur les mesures barrières et l'hygiène respiratoire ou hygiène des mains. C'est-à-dire, vous savez, les distances, la protection par un masque en écran facial, le lavage des mains régulier, etc. Ça, c'est nécessaire, c'est fondamental, on est d'accord. Mais dans le cadre du travail, de la gestion d'un risque professionnel, et là, le Covid-19, c'est un risque professionnel, c'est pas suffisant. Il faut toujours raisonner en termes de prévention donc globale. On part du général, et la mesure la plus générale et potentiellement la plus efficace pour le coût le moindre, c'est toujours de réfléchir sur l'organisation du travail. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qui va permettre de réduire les circonstances exposantes et réduire la contamination des locaux. Si vous réduisez la contamination des locaux, vous réduisez les besoins en nettoyage et vous améliorez l'efficacité du nettoyage, aussi simple que ça. Donc,
il y a là une image qui est quasiment inutile puisqu'on parle en phase de déconfinement. Ça, c'était plus, si vous voulez, pour la semaine dernière, voire cette semaine. Je pense que la plupart des établissements ont déjà franchi ce cap. La consigne, donc limiter les effectifs. Donc, en phase de déconfinement, on est à 10 enfants par groupe au maximum. Je pense que tous les établissements le savent et ont été informés de ça. Les groupes doivent rester séparés toute la journée. Ça, c'est fondamental et on le répétera. Pendant cette phase, comment gérer cette limite à 10 enfants par groupe? Il y a des critères de priorité d'admission des enfants. Donc, une catégorie A, je crois que c'était les parents qui occupent des métiers prioritaires, notamment les métiers de soins. Catégorie B, c'est tous les parents qui sont tous les deux actifs et les familles monoparentales. Et après, s'il y a un élargissement de l'activité, tous les autres parents seront concernés. La gestion de l'accueil des enfants le matin, j'y reviendrai en détail tout à l'heure, donc je ne vais pas m'attarder dessus pour la phase de déconfinement. Donc, la gestion des groupes. Il y a plusieurs points en fait que je vais détailler. Donc, 10 enfants par groupe maximum, ça c'est une règle impérative, vraiment impérative. Tous les autres sont plus subsidiaires si vous voulez, mais celle-là est vraiment fondamentale. Stabilité des groupes, c'est-à-dire que les enfants ne changent pas de groupe si possible du jour au lendemain ou même d'une semaine sur l'autre. Si possible, que des groupes verticaux, c'est-à-dire des groupes verticaux d'âge, c'est-à-dire du nouveau, des tout petits 3 mois à 3 ans, si vous voulez, des 3 mois aux 3 ans, pas de groupe d'âge, si vous voulez. Pourquoi? Puisque si on est sur une logique de stabilité de groupe, ce sera ingérable si on est sur des groupes par âge. Dans les établissements qui accueillent des fratries, c'est-à-dire plusieurs enfants issus de la même famille, les regrouper dans le même groupe. Et surtout, éviter les contacts entre groupes. C'est-à-dire, une fois que les groupes sont définis, il ne faut pas qu'ils se mélangent en cours de journée, pour la même raison qu'il ne faut pas qu'il y ait de changement d'enfants au sein des groupes entre plusieurs journées de la semaine. Alors, pourquoi? Le principe qui fonde ces mesures, c'est de réduire le brassage, c'est-à-dire le brassage de population, le brassage d'individus, c'est ça ce qui fait les épidémies. Il y a une formule aussi que j'aime bien, c'est pas l'épidémie qui fait des clusters, c'est les clusters qui font l'épidémie. Et qu'est-ce qui fait des clusters? C'est que des gens se rencontrent. Quand je dis que les gens se rencontrent, c'est pas juste vous avez croisé 3 personnes, donc vous avez été exposé à 3 personnes. Parce que derrière les 3 personnes que vous avez croisées, si eux ont été en contact avec 10 personnes, chacun, ça fait 30. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'il y a des rencontres, des interactions sociales rapprochées entre personnes, on démultiplie le nombre de chaînes de transmission potentielles jusqu'à l'infini. Quand on réduit le brassage de population, on diminue drastiquement le nombre de chaînes de transmission potentielles, donc on coupe les possibilités pour le virus de se transmettre sur de grandes échelles. C'est pour cette raison qu'on est resté en confinement pendant 2 mois. Et le même principe qui a abouti au confinement doit présider les actions au cours du déconfinement. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, c'est un des points fondamentaux de la gestion de la crise au sein des établissements. Deuxième point qui fait raccord en fait avec ce que je viens de dire, pour la même raison qu'on ne brasse pas les enfants, on ne brasse pas les professionnels entre groupes. C'est-à-dire, dans la mesure du possible, ça concerne surtout les grandes structures qui ont plusieurs groupes, on garde les mêmes professionnels avec les mêmes enfants. C'est-à-dire que si vous avez défini un groupe de 10 en début de semaine, puisque j'ai dit on ne brasse pas non plus d'une semaine sur l'autre, on essaie d'éviter, vous essayez de garder les mêmes professionnels au long de la semaine. Ça va être très compliqué, je le sais, avec les questions de planning, de gestion des temps de travail qui sont différents du professionnel à l'autre, mais c'est fondamental. La stabilité, c'est ce qui va éviter le brassage. Tant qu'on est en crise, pas d'intervenants extérieurs, c'est-à-dire pas d'intervenants notamment pour l'éveil musical ou ce genre de choses. On essaie d'éviter, dans la mesure du possible, que des personnes extérieures à l'établissement accèdent aux locaux. Donc, gestion du matériel. Donc, on ne partage pas le matériel entre groupes, c'est-à-dire tout ce qui est jouet, matériel éducatif, etc. Au sein des groupes qui vont utiliser les jouets, on privilégie ce qui est facile à désinfecter, donc les jouets en plastique qui ont des surfaces lisses, pas de recoins, pas de creux, pas de parties difficiles d'accès pour la lingette pour le nettoyage, si vous voulez. Pour ce qui est peluche, etc., que des choses qui peuvent être nettoyées, lavées.
Au sein du groupe, on privilégie des bacs individualisés pour les jeux et jouets, ce qui va poser des petits soucis, mais dans la mesure du possible, on essaye de privilégier cette solution pour éviter que les enfants partagent leurs jouets. Si du partage est impératif, on désinfecte et on isole 24 heures le matériel avant de le passer d'un groupe ou à un autre. Et donc une désinfection quotidienne. La gestion des locaux, on est toujours sur la même notion. Pas de partage de pièces entre groupes. Si le partage est impératif, notamment des pièces de salles de jeu qui sont communes et ce genre de choses, on désinfecte avant la transition d'un groupe à un autre. S'il y a un local commun, type biberonnerie ou salle de change, etc., on se lave les mains avant d'y entrer. Dans les salles où ont lieu des choses vraiment émettrices potentiellement de contamination, notamment le change, vigilance renforcée, donc un seul enfant à la fois, avec le professionnel qui s'en occupe évidemment, avec vigilance renforcée sur la désinfection des surfaces et la gestion des déchets. Donc, bien que si un professionnel s'occupe d'un enfant, le professionnel qui suit doit rentrer dans la pièce avec des infections, après des infections. Donc, ça va ça va générer quelques petits problèmes de temps, mais c'est indispensable. Donc, pour les repas, donc lavage des mains avant et après, donc pour les professionnels et pour les enfants. Donc, on les organise par groupe échelonné. Pareil, on revient toujours sur la même chose, désinfection des surfaces entre les groupes, donc désinfection des petites tables pour les grands, et ceux les plus grands des groupes, quoi. Si possible, on respecte la distance pendant les repas, donc on espace les tables et les chaises si c'est possible. Pas d'échange de nourriture et d'objets, on essaye de bien aller que dans un seul sens, c'est-à-dire la nourriture va vers l'enfant, on le sert, il n'y a pas de transit après une fois que c'est fait. Et on change le linge après chaque usage, notamment les petites serviettes et autres. Pour la sieste, donc pareil, lavage des mains avant et après. On essaie de respecter la distanciation. Alors, je sais d'expérience que ça va être quasi impossible, mais quand ça l'est, on le fait. J'ai déjà visité de nombreux établissements, notamment des micro-crèches où les salles de sieste sont vraiment minuscules. On n'est pas du tout sur les 4 mètres carrés par enfant. Si on est sur du 1 mètre carré, c'est déjà beaucoup. Mais dans la mesure du possible, on essaie de respecter. Pareil, la séparation des groupes. Alors là, je vais aborder un point qui est un peu inédit par rapport au guide du déconfinement qui a été publié par le ministère, puisque ça a été détaillé dans d'autres sources officielles. Donc, le Covid-19 peut provoquer des formes graves et on a bien identifié maintenant les facteurs de risque en fait, qui existent chez les personnes qui les exposent particulièrement à développer une forme grave. Donc, il y a des mesures et des réglementaires et des recommandations qui ont été édictées pour ces personnes. Donc, ce que je vais présenter, ça s'applique à la fois aux salariés qui sont à titre personnel à risque de forme grave ou qui partagent le domicile d'une personne à risque grave, puisqu'en fait, le traitement réglementaire est le même pour ces deux catégories de personnes. C'est-à-dire, le but, on protège les gens qui partagent le domicile d'une personne à risque grave, que ce soit le conjoint, un enfant ou autre, puisque s'ils le ramènent à la maison, ils peuvent transmettre, par ricochet, ils peuvent transmettre le Covid à quelqu'un qui pourra pourra subir de graves conséquences. Donc, comment gérer ce risque égard aux salariés à risque de forme grave? Donc, je vais commencer par ce qui est exclu, puisque c'est une question qui nous a été posée durant le confinement, dans l'optique du déconfinement, et qui nous est encore posée là par mail. Il est exclu que le salarié ait à donner des détails médicaux à son employeur. C'est pas l'employeur n'aura pas de facto de liste de salariés à risque de forme grave. L'employeur ne peut pas demander à chaque salarié êtes-vous à risque de forme grave ou lui demander des antécédents, même si c'est juste une question par oui ou par non. Ça ne peut pas passer par l'employeur uniquement comme ça. Le rôle de l'employeur dans ce cas, c'est d'informer les salariés, donc sur la liste des situations et des pathologies qui sont concernées, et de la possibilité de demander un avis au médecin du travail ou à leur médecin traitant. Et c'est seulement après avoir pris contact à titre confidentiel avec le médecin du travail ou le médecin traitant que le salarié reviendra vers l'employeur si, après évaluation, on se rend compte qu'une action est nécessaire.
J'insiste sur le fait que la liste de ce que je vais vous présenter n'implique pas d'éviction systématique des personnes concernées. Il n'y a pas d'éviction systématique, quelle que soit la pathologie concernée. C'est uniquement après évaluation et échange et consentement éclairé du salarié, après évaluation médicale de la situation par le médecin du travail notamment, qu'on conseille ou pas à la personne de rester à la maison jusqu'à l'issue de la crise sanitaire. C'est la personne elle-même qui est à risque ou la personne avec qui elle partage le domicile, qui est à risque de faire une forme grave. C'est à elle de discuter, c'est pas à l'employeur ou au médecin de choisir à sa place. Donc c'est vraiment après évaluation et prise en compte du vécu et du positionnement de la personne. Si on arrive à la conclusion qu'on est vraiment sur un risque grave et que la personne ne peut pas se présenter sur son lieu de travail puisqu'on ne peut pas tolérer le fait qu'elle vienne travailler, c'est-à-dire soit qu'elle ait à faire le trajet pour venir travailler et à utiliser les transports en commun, etc., soit à être présente sur le terrain, à ce moment-là, ce qui s'impose, c'est la mise en activité partielle. Donc là, je vais vous présenter la liste des situations. Donc, je ne vais pas la lire puisque c'est extrêmement fastidieux. Elle est sur Internet, facilement accessible, et puis vous aurez accès au replay du webinaire. J'insiste juste sur le fait qu'on a l'impression que c'est très ciblé, puisqu'il y a des choses qui sont définies de manière très précise. Mais en fait, quand on les lit dans le détail, ça concerne énormément de gens. Alors, bon, des personnes de plus de 65 ans qui sont encore en activité, il y en a très peu, mais ça arrive. J'en ai eu. Alors, pas en petite enfance, mais dans d'autres secteurs, j'en ai eu. J'ai été saisi pour des circonstances de ce type. Les antécédents cardiovasculaires, notamment hypertension artérielle compliquée, c'est pas si rare que ça. Pareil, le diabète non équilibré, c'est pas si rare que ça. Et le dernier point sur cette diapositive, l'obésité avec indice de masse corporelle supérieur à 30, c'est fréquent. Donc, on est quand même sur des situations, quand on fait la somme, qui sont relativement fréquentes. Un autre point de vigilance, c'est le dernier sur cette diapositive, c'est le 3e trimestre de la grossesse. Pour des raisons de principe de précaution et de gestion obstétricale. C'est pas que le Covid est à risque particulier pendant la grossesse, ça a causé, directement, ça cause très peu de complications. Il y a très peu de complications décrites. C'est pour des questions de qu'est-ce qui se passe si la personne présente un accouchement prématuré ou des complications obstétricales. C'est très compliqué à gérer en maternité ou en service d'obstétrique une femme enceinte Covid positive. Ça pose d'énormes problèmes en termes de gestion hospitalière et ça représente une vraie perte de chance pour la salariée en question, la personne en question et son enfant à naître. Donc, il faut vraiment se poser la question de l'éviction au cours du 3e trimestre de grossesse. Après évaluation de la situation, évidemment. Alors, un autre point aussi, je vais aborder avant qu'on rentre dans le vif du sujet des mesures de prévention, puisque c'est des points sur lesquels on a été saisi à de multiples reprises, alors surtout pendant la phase initiale du confinement, le dépistage systématique. Alors, pour l'heure, je répète, pour l'heure, puisque les recommandations évoluent rapidement, pour l'heure, il n'y a aucune indication de faire du dépistage systématique. Qu'est-ce que j'entends par dépistage systématique? C'est-à-dire de prescrire de manière large ou de demander, d'exiger de manière large de la part des gens de faire des tests s'ils n'ont pas de symptômes, s'il n'y a pas eu de cas, s'ils n'ont pas été exposés, s'il n'y a pas de raison de le faire. C'est-à-dire dire on ne laissera entrer dans la crèche que les gens qui ont une PCR négative le lundi et on refait toutes les semaines, ça n'a pas lieu d'être. Idem avec la sérologie. J'insiste sur les sérologies, puisqu'on l'a vu dans les médias, il y a beaucoup de sérologies là, qui sont faites à tort et à travers. Pour l'heure, ce n'est pas recommandé à titre systématique. Il y a beaucoup trop de doutes sur leur interprétation, c'est-à-dire on ne sait pas quoi faire d'un résultat positif, on ne sait pas quoi faire d'un résultat négatif. Pas seulement pour des questions de fiabilité des tests, mais aussi sur, si vous voulez, sur le sens à accorder à une positivité, par exemple. Une salariée qui est positive, elle peut très bien être toujours contagieuse puisque les anticorps apparaissent au bout de 10 ou 15 jours d'infection, donc elle peut être encore contagieuse. Elle peut être guérie et non contagieuse. Est-ce qu'elle est immunisée ou pas? On ne sait pas. Donc pour l'heure, on ne recommande pas à titre systématique puisque ça n'a aucun impact en termes pratiques. Les salariés concernés, quel que soit le résultat, doivent appliquer les mesures de prévention qu'on va détailler.
que le résultat soit positif ou négatif. Et pire, si vous voulez, la réalisation de ces tests à tort et à travers, ça peut, si vous voulez, ça peut entraver l'application des mesures de prévention. Ça peut faire obstacle à la bonne application, parce que si les gens se croient protégés, ils ne vont pas appliquer. Inversement, si les gens se croient vulnérables, ils vont refuser de venir travailler. Enfin, j'extrapole, mais ça va poser problème. Par contre, ce qui est vital, c'est de solliciter un avis médical au moindre doute. C'est-à-dire apparition de symptômes, contact possible avec un cas ou doute sur le fait qu'on ait été exposé à un cas. Dans ce cas-là, il faut toujours demander un avis à un médecin, puisqu'on peut quand même à ce moment-là prescrire à la personne un test et si elle a vraiment eu une exposition, la remettre dans la boucle du contact tracing, c'est-à-dire les équipes organisées là pour gérer le dépistage autour des cas. Alors, on fait quoi, puisque j'ai dit le dépistage généralisé, j'ai dit on ne fait pas. Donc, c'est pas parce qu'on ne fait pas que le rôle des encadrants et dirigeants de structures est nul dans ce cadre. Donc, on alerte au moindre doute, donc alerter donc, que ce soit les instances, l'ARS ou la médecine du travail. Un point sur lequel j'insiste vraiment parce que c'est fondamental, c'est ça ce qui va sauver ce qui va éviter la constitution de clusters, qui va casser les clusters en cours de constitution et même peut-être sauver des vies, c'est garder minutieusement la trace de tous les contacts au jour le jour. Je vous ai parlé d'absence de brassage de groupe, d'absence de brassage de professionnels. Si dans un établissement, vous êtes capable d'avoir un listing fiable de quels ont été les groupes d'enfants, et quels ont été les professionnels en charge de ces groupes au jour le jour, et que vous gardez ce registre sur les 2 dernières semaines, c'est d'une valeur inestimable. C'est vraiment, ça va vraiment permettre de remonter toute la chaîne des contacts s'il y a un cas confirmé, ou inversement, s'il y a un cas confirmé, de retrouver tous les contacts qui ont potentiellement été contaminés par cette personne. Ça va vraiment permettre d'élucider les clusters et de lutter contre l'épidémie. Je répète, ce sont les clusters qui font l'épidémie et pas l'inverse. Inciter les parents à surveiller la température, ça c'est quelque chose qui est dans le guide du déconfinement, qui est conseillé officiellement, mais sur lequel moi j'émets des réserves, puisque en fait ça ne sert pas à grand-chose au final. Un enfant qu'il ait de la fièvre, ça ne va pas inciter, ça ne va pas être un guide pour la gestion de la crise. Pourquoi c'est important? Puisqu'en fait, la gestion de la température, c'est aussi pour que les parents puissent savoir quand demander un avis médical. Donc, c'est conseillé, mais c'est secondaire. Vous ne pouvez pas vous baser là-dessus pour diriger vos actions de prévention. Alors, pourquoi ne pas le faire à l'entrée de la crèche? On dit que c'est recommandé. Dans le guide, il est même question de faire 2 fois par jour la prise de température. Alors, pourquoi on ne le recommande pas? Pour plusieurs raisons. Ça va augmenter le temps de contact. On va détailler plus tard la gestion de l'accueil le matin des enfants. Ça va être un problème logistique, l'accueil le matin, par exemple. Donc, si vous commencez à prendre la température à tous les enfants, on ne va pas s'en sortir. D'autant plus qu'il faudrait théoriquement désinfecter le thermomètre entre chaque enfant. Donc, si vous prenez 1 minute pour prendre la température, plus 2 minutes pour désinfecter et compagnie, que vous avez 20 enfants, vous voyez le temps que ça prend le matin pour gérer l'accueil. Donc, potentiellement la source d'un embouteillage, donc embouteillage de parents. Je vous ai dit, il ne faut pas négliger non plus la transmission entre parents. Donc, tout ce qui crée des attroupements est à éviter. Donc, et ce n'est pas forcément réaliste, puisque ça risque aussi d'aboutir à des évictions intempestives d'enfants qui font un petit peu de 38,2 le matin. Voilà. Ce n'est pas forcément le top. Voilà. Je laisse la parole à ma collègue. Merci, docteur Beauchinger, sur toutes ces précisions sur les mesures organisationnelles. Merci aussi d'avoir fait le point sur le dépistage, puisque c'est un sujet qui est abordé en ce moment dans les médias de partout. Sabrina, est-ce que vous pouvez maintenant nous faire le point sur les mesures techniques à mettre en œuvre? Alors, comment on gère l'hygiène des locaux? Comment on gère le linge? Comment est-ce qu'on évacue tous les déchets de la journée? Comment est-ce qu'on accueille les livraisons? Oui, alors je vais aborder tous ces points-là dans l'objectif, quel est-il? C'est de réduire la concentration des particules virales dans l'air et au niveau des surfaces. Donc, avant d'entamer au niveau de l'hygiène des locaux, ce qui était important, vous avez sous les yeux, en fait, j'ai vu qu'il y avait une question qui avait été posée, c'était la durée de vie du virus, en fait, sur les surfaces. On voit qu'il est vraiment très variable,
qu'il est de quelques minutes sur la peau, à 24 heures sur le carton et à 2-3 jours sur le plastique et l'acier. Donc, voilà, du coup, on aborde l'hygiène des locaux. Alors, tout d'abord, ce qui est important, donc, toute aération, toute ventilation mécanique qui est en place, tout ce qui est VMC en place dans les établissements, tout cela confondu, il est vraiment très important de ventiler les locaux au moins 10 à 15 minutes et au minimum 3 fois par jour. Donc, on vous a mis des exemples, vous pouvez allègrement, vraiment, en fonction de votre organisation, déployer d'autres choses. On vous propose le matin avant l'arrivée, au moment de la sieste, du déjeuner et puis pendant ou après le nettoyage. Donc, vraiment bien ventilé. Ensuite, la désinfection des surfaces. Donc, c'est celles qui sont fréquemment touchées, au minimum 2 fois par jour, parce que quand on parle, quand on discute, quand on tousse, il y a des projections qui sont émises dans l'environnement et sur les surfaces. Ensuite, l'autre propagation du virus, il est manuporté, donc on va toucher des surfaces et on va ainsi contaminer d'autres surfaces. Donc, c'est ce qu'on disait au début, on a un avantage, c'est que le virus, il est très sensible vraiment à tous les produits d'entretien. On vous recommande l'utilisation de désinfectants qui sont virucides. Alors, il y a une norme qui est la norme NF-EN 14476 A+2. L'eau de Javel peut être utilisée, mais elle intervient en seconde intention, car c'est un très grand irritant et insensibilisant. Donc, vraiment, utilisez vos produits usuels du moment qui sont virucides. Principe de base en hygiène, toujours aller, vous devez le savoir, du plus propre vers les zones les plus sales. Par rapport à l'aspirateur, alors si vous disposez d'aspirateurs, veillez à ce qu'il soit équipé de filtres HEPA. Ce sont des filtres qui ont des filtres à air qui ont une haute efficacité, haute dénomination, c'est le THE, la très haute efficacité. Donc, il y a l'avantage vraiment de filtrer les très petites particules. En ce qui concerne donc l'hygiène et la protection renforcée, donc pour les personnels en charge de l'entretien, donc il y a 2 cas de figure. Donc soit ce sont des personnels qui sont embauchés par vos structures, donc dans ce cas-là, il faut les intégrer à vos réflexions et à vos protocoles d'entretien des locaux, parce que ce sont des personnes qui connaissent les locaux, qui connaissent leurs tâches et qui voient aussi là où, quand on va appliquer les procédures, ou là où ça peut coincer et là où vraiment ça peut être très efficace. Quand ce sont des personnels qui viennent de l'extérieur, donc pensez juste, on le disait en tout début, par rapport au plan de prévention, c'est vraiment de faire un plan de prévention entre l'entreprise utilisatrice et les entreprises intervenantes, entreprises extérieures. Au niveau de la gestion du linge, donc, alors ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment qu'il faut éviter la dissémination dans l'environnement des particules. Donc, on vous conseille de manipuler le linge avec des gants, de préférable jetables. Alors, tout simplement, il peut y avoir sur le linge des matières qui seraient souillées et du coup qui iraient se mettre sous les ongles. Là, au niveau du lavage des mains, ça le rend un petit peu inaccessible. Donc, vraiment porter des gants, éviter de manipuler le linge, de le tordre, de le jeter, car ça remet en suspension ces particules. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'il existe des filets où on peut mettre tout ce qui est lingette, linge, on le ferme et ça a l'avantage de réduire vraiment les manutentions et donc d'éviter la contamination dans l'environnement. Ça passe d'un lave-linge à un sèche-linge très rapidement et très facilement. Concernant le lavage, alors, le lavage doit s'effectuer à une température de 60 degrés pendant au minimum 30 minutes sur un cycle de lavage complet, mouillage, lavage, rinçage. Le séchage, lui, doit être effectué dans un délai inférieur à 2 heures après le lavage. Le point sur les déchets. Alors, il se fait une fois par jour, c'est-à-dire que, comme d'habitude, vous éliminez vos déchets souillés, masques jetables, les couches, les gants, dans vos déchets, on va dire d'ordures ménagères que vous avez l'habitude d'utiliser. Une fois qu'ils sont pleins, vous fermez. Vous effectuez un double emballage, tout simplement, car si le premier emballage extérieur devait être rompu, il n'y aurait pas de dispersion au sol du contenant. Ensuite, pensez à désinfecter également vos poubelles qui sont vraiment
à pédale. Ça évite de recontaminer des mains qui sont propres quand on touche les poubelles et de porter des gants et des surblouses pour éviter justement la contamination des habits et des mains. Moins de manipulation possible, c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Après, vous pouvez également stocker. Une fois que vous avez fait le double emballage, vous pouvez stocker les sacs poubelles 24 heures dans un endroit et puis les éliminer au niveau de la collecte 24 heures après. Concernant la livraison, pareil, la livraison et les denrées qui sont réceptionnées, pareil, manipulez-les avec des gants. On a vu que sur le carton, le virus avait quand même une durée de vie de 24 heures. Donc, soit on peut laisser de côté 24 heures et on s'en occupe le lendemain, soit on manipule avec des gants, on élimine les emballages inutiles et on désinfecte ce qui peut l'être. Donc, laissez reposer un petit temps. Ensuite, on revient sur tout ce qui est entreprise extérieure. C'est déjà ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de faire un plan de prévention avec ces entreprises qui expliquent voilà, quelles sont les mesures barrières qui doivent être appliquées, la gestion des flux. Comme ça, les livreurs, quand ils viendront au niveau de la structure, ils sauront quoi faire. C'est très bien de l'anticiper, tout ça. Merci Sabrina Sabrina Serra, merci pour toutes ces précisions. On va continuer avec vous sur la place des salariés. Quelle est la place des salariés dans ces structures d'accueil de petits enfants pour réussir cette reprise d'activité dans le respect de ces consignes sanitaires? Alors, l'implication des salariés, elle est fondamentale. Elle repose vraiment sur la co-communication, la co-élaboration, la participation pour que les choses qui sont mises en place soient cohérentes et qu'elles soient aussi participatives. Parce que des salariés qui ont été intégrés, on le voit en entreprise, les personnes qui ont participé, vraiment, il y a une plus forte adhésion à tout ce qui est mis en place. Donc, au niveau on va commencer par tout ce qui est procédure. Alors, voilà, dialoguer avec vos salariés, les rendre participatifs. Faites également des points réguliers, débriefés au cours de la journée ou en fin de journée. Retrouvez-vous pour voir ce qui a fonctionné, ce qui a dysfonctionné, ce qui a amélioré. Très important, le regard que tout le monde porte, il est différent sur les tâches de travail, sur l'environnement de travail et vraiment, il est vraiment très constructif. Enfin, pensez peut-être à afficher les procédures à des endroits clés, c'est-à-dire par exemple la gestion des tenues au niveau des vestiaires, tout ce qui concerne l'entretien au niveau du local de stockage des produits et le lavage des mains, pourquoi pas le placer vraiment stratégiquement au niveau des lavabos. Alors voilà, c'est vraiment le moment. Profitons de cette crise sanitaire pour parler du travail, des tâches qui sont réalisées, de l'environnement de travail dans lequel on exerce, des risques auxquels on est exposé pour enfin vraiment faire de la prévention et profiter de tout ça pour avancer. Ça vous servira vraiment sur le long terme. Là, on parle du coronavirus, mais comme on le disait en introduction, vous avez d'autres agents biologiques et vraiment, ça vous servira sur le très long terme. Concernant la tenue de travail, alors il y a deux cas de figure. Soit vous mettez en place dans vos structures ou sont mises en place dans vos structures des tenues de travail qui restent au travail, qui sont nettoyées sur place chaque jour, soit le personnel ramène une tenue qu'elle changera tous les jours. Donc là, il faut par contre informer les salariés sur le lavage. Donc, comme je le disais, lavage à 60 degrés au minimum 30 minutes, cycle de lavage complet. Ce qui est intéressant aussi, c'est de prévoir un sac justement pour le transport des tenues qui sont lavées au domicile. À réfléchir, à discuter entre vous de la place d'une tenue dédiée pour les enfants, sachant qu'il y a quand même quelques inconvénients, c'est-à-dire que ça augmente le temps d'interaction avec l'enfant, puis on manipule beaucoup les vêtements propres, les vêtements qui ont servi dans la journée, le sac. Voilà, il y a beaucoup de logistique du coup à mettre en place par rapport à tout ça. Donc, à réfléchir. Concernant le port du masque maintenant. Alors,
Le port du masque, c'est un masque qui est grand public, homologué catégorie 1, c'est-à-dire que c'est un masque alternatif à usage non sanitaire, qui est dit aussi grand public. Donc vraiment qui est soumis, non. Alors ces masques-là ne sont soumis ni à autorisation ni à homologation. Ils doivent par contre respecter des spécificités d'un cahier des charges qui a été élaboré par l'ANSM et l'AFNOR. Donc, ces catégories 1 concernent vraiment les personnels affectés, comme vous, à des postes et des missions comportant un contact régulier avec le public. L'avantage, donc, ces masques sont filtrants, ils stoppent 90% des particules de 3 microns et doivent porter normalement, ils portent un logo avec le nombre de lavages. Veiller à ce que les salariés disposent donc de ces masques, leur en fournir et donc s'assurer aussi que ça soit confortable pour eux parce qu'un masque qui n'est pas du tout agréable ne sera pas porté. Important donc avant de porter le masque, c'est de se laver les mains. Donc un lavage de mains qui est entre 20 et 30 secondes. Vraiment, allez, prenez les 30 secondes pour vraiment faire toutes les faces de la main. D'accord? Parce que souvent, quand on lave les mains de manière un petit peu anarchique, on oublie tous les côtés, donc jusqu'au poignet. On termine par ça. On se rince les mains, on se les sèche et puis on peut mettre son masque. Le retrait également est à enlever par l'élastique de côté. Évitez de le prendre devant parce que vous aurez toutes les micro-gouttelettes qui ont été, on va dire, émises sur vous. Et voilà, vous touchez vraiment l'élastique pour le retirer et l'évacuer dans les déchets ménagers. Le lavage et la gestion du masque. Donc, c'est ce que je vous disais. Le masque, normalement, a un logo qui indique le nombre de fois on peut le laver et le réutiliser. Alors, je vous invite à regarder en replay le webinaire qui a été présenté la semaine dernière et qui est dédié vraiment au masque. Et je pense que vous y trouverez vraiment un bon nombre d'informations. Et je vous invite également à regarder l'affiche qui a été réalisée par ETSAT Vosges, donc qui reprend les différents masques, à qui ils sont destinés. Ça montre aussi donc la mise en place du masque, le retrait, et ça fait également un point sur le lavage, l'entretien des masques. Pour les enfants, un petit point donc il faut aborder. Jusqu'à 3 ans, pas de masque pour eux. Il y a un trop grand risque d'étouffement. Au niveau de l'hygiène respiratoire maintenant, donc on connaît les mesures barrières générales, donc quand on doit tousser ou éternuer, le faire dans son coude et éternuer, se moucher avec un mouchoir à usage unique et ensuite éliminer au niveau des poubelles. Alors, il nous a quand même semblé important quand même d'apporter un petit bémol, donc notamment pour vous qui portez beaucoup les petits, donc ça peut arriver. Donc quand on s'occupe toute la journée de très très petits et qu'on les a beaucoup de fois dans les bras, il ne nous semble pas très judicieux du coup d'appliquer cette mesure d'éternuer et de tousser dans son coude. Concernant le lavage des mains, donc il doit être régulier et systématique après certaines occasions. Donc pour les professionnels, donc c'est sa prise de poste. Donc le matin, avant tout le contact avec les enfants, ça sera au moment où on a été en contact avec un parent. Ensuite, c'est au moment où on va préparer, avant de préparer et à la fin de chaque repas, avant et après l'échange. Quand on accompagne les enfants, donc avant et après le retour des toilettes, avant et après être allé aux toilettes soi-même, et puis après s'être mouché ou avoir toussé ou éternué. Donc, c'est plusieurs fois par jour et au minimum toutes les 2 heures. Concernant les enfants, on va le faire donc à l'arrivée de l'enfant dans la structure, donc avant et après chaque repas, avant et après la sieste, avant et après l'échange, au passage aux toilettes, donc plusieurs fois par jour, idem, au minimum toutes les 2 heures, et notamment au changement d'activité et pour finir, avant le départ de la structure. Alors, le lavage des mains, c'est principalement à l'eau et au savon quand on a un point d'eau. Après, c'est sûr que vous concernant, dans la journée, ça risque de faire bon nombre de fois. Donc, solution hydroalcoolique uniquement pour les professionnels. Donc, veillez à les mettre à distance et à hauteur. Donc là, on préconise une hauteur de 1,20 m.
Il y a déjà eu des accidents d'ingestion voilà, de ces substances par les enfants, donc vraiment mettez hors de portée. Privilégiez vraiment les sèche-mains à papier à usage unique, donc poubelle fermée à pédale. Condamnez tout ce qui est sèche-mains à air pulsé. Donc l'importance de la technique, vraiment, ça va dépendre de l'efficacité. Donc l'efficacité et la tolérance, ça va vraiment dépendre de la technique. Donc vraiment, veillez à ce que vous preniez bien votre temps et pour vous laver les mains. Donc implanter, comme je le disais, des visuels qui rappellent un technique au niveau des lavabos, par exemple. Un autre point, donc veillez à vous attacher les cheveux. Donc les cheveux, on a tendance à les toucher, à se les remettre en place. Vous avez peut-être vu tout à l'heure que la durée de vie sur les cheveux, c'est quand même 12 heures. Donc, attachez-vous les cheveux et vous serez tranquille. De préférence, les ongles courts et pas de bijoux. Alors, il n'y a rien de plus contaminé que les bijoux, les bagues, les alliances. Donc, vraiment, il y a une prolifération bactérienne là en dessous. Donc, vaut mieux ne pas en avoir et tout ôter. Concernant le port des gants, alors il n'est pas conseillé parce qu'en fin de compte, le virus, il va s'accrocher aux gants, on ne les lave pas. Donc voilà, c'est plus vecteur en fait de contamination de l'environnement qu'autre chose. Donc, vraiment les réserver à des opérations les plus salissantes, notamment l'élimination des déchets, la gestion d'échanges. Vous éliminez vos gants, pareil, dans la filière déchets banaux ménagers. Et puis, pour l'entretien, donc vraiment utiliser les gants spécifiques d'entretien qui sont réutilisables, qui ont une protection importante, mais qui sont à garder à part et vraiment alors individualisés. Donc, vous ne passez pas les gants d'entretien et puis à entretenir aussi. Merci Sabrina Serra, vous nous avez apporté des réponses très concrètes à toutes les questions que nous avions au départ de ce webinaire. Alors vous posez beaucoup de questions par l'outil de questions, donc continuez de le faire, on répond dans la mesure du possible au fur et à mesure et nous aurons un temps de questions-réponses à la fin du webinaire pour se faire l'écho des questions les plus fréquentes. Donc maintenant que nous savons comment impliquer les salariés dans ce processus de reprise, maintenant qu'on sait comment gérer toutes ces choses-là que Sabrina, vous venez de nous évoquer, qu'en est-il des parents? Comment gérer les parents qui peuvent être inquiets de remettre leurs enfants dans ces structures d'accueil? La parole, hein, les parents, j'appelle ça la première ligne de défense. Vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Donc les parents sont j'ai mis les acteurs clés, c'est un petit peu pour mettre l'emphase, disons, c'est des acteurs clés, mais des acteurs clés auxquels on n'a pas forcément pensé tout de suite. Alors, j'insiste sur une notion, c'est que leur participation à la réussite de cette reprise d'activité, elle repose sur un contrat moral. C'est un contrat moral, c'est un engagement, en fait, des engagements réciproques qui ne sont pas de nature juridique, ce n'est pas contraignant, mais c'est vraiment un engagement informel, mais vraiment très important. C'est quoi l'engagement réciproque des parents et de la structure? L'engagement des parents, c'est de faire ou de ne pas faire un certain nombre de choses en échange de l'accueil de leur enfant. Alors, les parents, donc, ils sont acteurs de la prévention du Covid-19. Leur première obligation, c'est une vigilance quant à l'état de santé de leur enfant. On a parlé tout à l'heure de la prise de température. Je vais vous donner une anecdote. Ça n'a rien à voir avec le Covid, mais par exemple, en crèche, une fois était survenu un incident. Il y avait des parents d'un enfant qui avait des lésions cutanées un premier jour, et la responsable leur a dit: mais vous avez demandé l'avis du médecin, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça, vous avez demandé l'avis. Donc premier jour pas fait, le lendemain pas fait, le troisième jour, on était sûr et certain c'était une varicelle, et dans le groupe qui s'occupait de cet enfant, il y avait une professionnelle qui n'était pas immunisée et qui était enceinte au 3e trimestre. Donc la responsable n'était pas contente du tout. Donc là, c'est ce genre de choses qu'on ne veut pas voir dans le contexte actuel. S'il y a le moindre signe d'alarme, les parents doivent demander un avis médical. Donc, autre obligation qui est fondamentale, j'aurais dû le mettre en gras, en rouge, en souligné, tout ce que vous voulez. À partir du moment où ils mettent leur enfant dans une structure d'accueil, ils doivent s'engager
dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle, dans leur trajet, à appliquer correctement les mesures barrières. Pourquoi? Parce que ces parents qui viennent vous déposer leurs enfants sont des contacts par procuration. Enfin, ils vous exposent à des contacts par procuration. C'est des parents qui n'appliquent pas correctement les mesures barrières. S'il y a un cluster dans leur entreprise ou dans le transport en commun qu'ils utilisent, ils vont vous exposer indirectement à ce cluster. C'est vraiment le fait qu'ils appliquent correctement les mesures barrières, qu'ils aient recours à la distanciation sociale, au lavage des mains, port de masque, etc., qui va vous protéger. Ces obligations n'ont de sens que s'ils partagent les informations avec vous. Je vais le montrer tout de suite. Là, c'est l'accueil des enfants le matin va être perturbé puisqu'on essaie de réduire le temps de contact. C'est pas parce qu'on réduit le temps de contact qu'on doit réduire le transfert d'informations. Il faut communiquer avec les parents. Il faut que les parents puissent communiquer avec vous, donc par courriel, par SMS, par pigeon voyageur si vous le souhaitez. Mais c'est indispensable de maintenir des échanges d'informations avec les parents puisque c'est ça ce qui va permettre de partager l'information cruciale qui évitera les problèmes. Donc, les parents doivent s'engager donc, à ne pas emmener leur enfant s'ils présentent des signes évocateurs, donc s'ils présentent des signes évocateurs, et sans avoir eu d'avis médical pour lever le doute, hein, évidemment. C'est-à-dire qu'on ne va pas éternellement refuser les enfants qui ont des rhinopharyngites bénignes qui durent 3 jours. Hein. Venir le chercher au plus vite si des signes apparaissent dans la journée, notamment fièvre, toux, etc. Je vous les détaillerai tout de suite. Hein. Et surtout, parce que c'est ça le plus pertinent, c'est ça ce qui va vraiment vous sauver, à signaler les symptômes suspects au sein du foyer. C'est-à-dire que les adultes et les un peu moins jeunes, les enfants un peu moins jeunes et les ados présenteront des signes beaucoup plus faciles à interpréter que chez les tout petits. C'est-à-dire que si maman perd l'odorat ou perd le goût ou présente tout plus pseudo-gastroentérite après avoir été en contact avec des collègues, ou s'il y a un adolescent qui présente une pneumonie ou je ne sais pas quoi, c'est beaucoup plus facile à interpréter. On peut parler de cas, enfin c'est des témoins entre guillemets d'une transmission. Je vous l'ai dit, ça va être la plupart du temps la famille qui va contaminer l'enfant en bas âge et pas l'inverse. Donc c'est souvent eux, ils seront plus souvent symptomatiques que les enfants en bas âge. Donc s'il y a un cas qui apparaît au sein du foyer, il faut le signaler hein, et demander un avis médical. Surveiller la température au domicile de l'enfant, j'en ai parlé tout à l'heure avec toutes les réserves qui s'imposent sur cette démarche. C'est plus une démarche de vigilance vis-à-vis de l'état de santé de l'enfant que vraiment un critère pour admettre ou ne pas admettre l'enfant en crèche. Hein. Comment s'assurer que tout ça est mis en place? Donc, d'informations écrites, donc par courriel, par affichage, par courrier pour les gens qui n'ont pas Internet. Enfin, faut vraiment mettre le paquet, l'afficher à l'entrée de la crèche pour que ou de l'établissement pour que tout le monde soit au courant. Répéter, enfin enseigner, c'est répéter. Donc, si vous voulez le lavage des mains, il faut mettre les visuels partout, les mesures barrières, il faut mettre des visuels partout. C'est en répétant que ça rentre. Hein. Donc, l'accueil, j'en ai parlé, ça va être le point de crispation puisque c'est extrêmement compliqué. Hein. Je me fais pas d'illusions là-dessus, ça va être compliqué, surtout si les structures augmentent leur échelle, en fait, augmentent la taille des groupes, le nombre de groupes qui sont accueillis dans la structure. Donc, des règles impératives. Donc, un seul parent à la fois, seul. Donc, pas de conjoint. Enfin, c'est pas les 2 parents qui amènent l'enfant ou le parent plus un oncle ou une tante ou je sais pas quoi. Un seul adulte à la fois qui emmène l'enfant seul, donc sans adulte accompagnant, ni enfant non accueilli au sein de la structure, c'est-à-dire de membres de la fratrie ou autre, qui vient masquer. Donc masque grand public ou masque chirurgical, peu importe, il vient masquer. Et il se lave les mains à l'entrée quand il emmène son enfant, avant de sortir l'enfant de la poussette et pour le déposer. Donc, on préserve un temps de transmission minimal. Si des échanges longs sont nécessaires, on le fait par téléphone avant ou par SMS, peu importe. On transmet les informations. On étale les arrivées dans le temps. C'est-à-dire, il y a une grande structure qui, par exemple, procède par des rendez-vous par créneau de 5 minutes. C'est contraignant, mais c'est indispensable. Il ne faut pas avoir une file ou un attroupement à l'entrée de l'établissement, ça risque de poser problème et ce n'est pas, ce qui est recherché en termes de prévention. On n'emmène pas de jouets, ou si on emmène quelque chose, c'est par exemple le principe du double doudou, si on emmène quelque chose, c'est quelque chose qu'on désinfecte au moment où on l'emmène, enfin avant de l'emmener, qui est encore désinfecté une fois qu'il est arrivé et qu'on laisse sur place. Hein. Il y a un doudou pour la crèche, un doudou pour la maison. Voilà.
Les parents, alors ça aussi, en rouge, en gras, en souligné, ce que vous voulez, les parents ne doivent pas entrer à l'intérieur de la crèche. Il faut vraiment, à la limite, tracer une ligne sur le sol, délimiter la zone d'accueil. Si vous voulez, l'espèce de sas, en fait, où on fait l'accueil des enfants. Les parents ne rentrent pas dans la crèche. Merci Fabien pour ces détails. On va continuer avec vous sur que faire face à un cas suspect ou un cas confirmé de Covid-19 d'un salarié dans une structure de petite enfance. Alors, cette démarche, si vous voulez, il faut la planifier en amont. Pourquoi? Donc, la survenue de cas, alors je ne vais pas dire de cas parce que je n'ai pas envie de vous porter malheur, mais d'une suspicion de cas, parce que c'est les suspicions qui vont être nombreuses et qui vont poser problème, pas les cas confirmés en tant que tels. Ça surviendra nécessairement. Je vous ai parlé de marathon tout à l'heure. La crise du Covid-19, les plus pessimistes parlent de mi-2021, voire fin 2021. Les plus optimistes, fin de l'été ou automne 2020. Ça va survenir. Sur le long terme, ça surviendra forcément. Pour pas que ce soit le branle-bas de combat, la panique et la surréaction, ou au contraire, que ça compromette l'activité parce qu'il y a un cluster qui s'est confirmé, il faut le préparer en amont pour qu'on soit capable de le faire le moment venu. Donc, il faut s'y préparer. Donc, si un enfant présente des signes, alors, symptômes à surveiller. Donc, chez l'enfant, je dis, c'est polymorphe. Donc, fièvre, toux, nez qui coule, donc rhinorrhée, fatigue, grande fatigue, abattement, troubles du comportement, éruption cutanée, conjonctivite, signe digestif, hein, j'en passe. C'est vraiment polymorphe. S'il y a des signes de gravité, c'est-à-dire une détresse respiratoire, l'enfant qui respire 30 fois par minute pour forcer le trait, ou une déshydratation avec un pli cutané, une pâleur, etc., on appelle le 15. Ça, c'est déjà en place, hein, les protocoles mis en place au sein de chaque établissement sont en place, je ne vais pas revenir dessus. S'il n'y a pas de signe de gravité, on appelle les parents. En attendant que les parents viennent chercher l'enfant, on l'isole à part dans un environnement rassurant et bienveillant, c'est-à-dire pas dans le placard à balai. Si possible, dans une pièce dédiée, une petite pièce ou un petit bureau qu'on a désaffecté à l'occasion pour ça, ou qu'on n'a pas forcément banalisé pour l'utiliser à cette occasion, mais qu'on désinfectera intégralement après cet usage. Pourquoi? Ça surviendra plusieurs fois peut-être au sein de la crise. Il ne faut pas que ce soit vécu de manière traumatique. Il faut que ce soit normalisé, que l'enfant comprenne que c'est quelque chose de normal. Bien sûr, la pièce qui a été utilisée à cet effet doit être entièrement désinfectée après usage. Hein. Idem avec tout ce que l'enfant a pu toucher au cours de la journée. Hein. Si un salarié présente des signes, c'est à peu près le même contexte, avec point positif, un salarié, un adulte est plus facilement interrogeable et collabore plus facilement qu'un petit enfant. Point négatif, c'est l'enfant, enfin c'est l'adulte qui risque des formes graves. Hein. Donc c'est avec l'adulte qu'on a le plus d'inquiétude finalement quand il y a une suspicion. Pareil, on isole le salarié dans une pièce dédiée. J'aurais presque envie de revenir à la diapositive précédente dans un environnement rassurant et bienveillant. Ce n'est pas anecdotique ou une blague. Je veux dire, ce sera pareil pour les salariés. Ça risque d'arriver plusieurs fois. Si à chaque fois c'est vécu comme une mise à l'écart, anxiogène, etc., ça posera aussi des soucis sur le long terme. Pas de retour à domicile sans avis médical. Alors, la personne peut contacter son médecin traitant. La personne peut essayer de contacter le service de médecine du travail pendant les horaires d'ouverture. C'est à l'avenant. S'il y a un avis médical qui dit qu'il n'y a pas de gravité, la personne peut retourner à domicile. S'il y a des symptômes vraiment évocateurs, donc même si test négatif, on isole au moins 8 jours. En pratique, ce sera plus. Parce que on isolera vraisemblablement plutôt 2 semaines. De toute façon, c'est les médecins chargés de l'enquête autour du cas et le médecin traitant qui géreront la notion d'isolement. Je ne vais pas m'étendre dessus. De toute façon, ces choses-là vont être reprécisées. C'est en train d'être clarifié au fur et à mesure. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je reviens sur un point. Pour le moment, à l'heure actuelle, pas de nécessité de retester pour admettre le retour du salarié. Si un salarié était en suspicion Covid-19 et qui revient 15 jours plus tard, qui n'a pas de symptômes, qui se sent bien, que le médecin était d'accord pour la reprise, il n'y a pas lieu de demander un test. Si l'employeur a le moindre doute, il peut toujours demander un avis au médecin du travail. L'employeur peut solliciter une visite médicale à n'importe quel moment.
Mais on n'exige pas de tests. Ce genre de choses crée plus de tension et de désorganisation dans les soins qu'autre chose, hein. Pareil que pour les enfants, on désinfecte les surfaces et les objets qui ont pu être en contact avec l'adulte, hein. En tous les cas, si survenu d'un cas confirmé, enfant ou adulte, mise en œuvre de l'enquête autour des cas, hein, l'enquête autour du cas, si ça n'a pas été fait, ça doit être relancé. Il faut prévenir le service de santé au travail. Ça peut être l'occasion justement de relancer une enquête autour du cas si ça n'a pas été fait jusqu'à présent. C'est-à-dire, il peut y avoir un raté, notamment un salarié qui n'a pas été interrogé sur ces cas pour une raison ou pour une autre. Mettre le service du santé au travail dans la boucle, ça peut permettre de rattraper un cas. On a la même chose, hein, pour la prévention de la tuberculose, ça fonctionne sur le même principe. Le fait de prévenir le service de santé au travail, ça permet des fois de relancer l'équipe départementale dédiée tuberculose s'il y a eu un loupé. On met ceinture et bretelles, comme ça on ne perd pas d'informations, on est sûr que les choses sont faites jusqu'au bout. Voilà. Je ne sais pas si je devais mettre la dernière diapositive du coup. Oui, on peut, merci. Ouais. Il y a un sacré écho derrière. Du coup, je vous coupe le micro, pardon. Merci, Dr Beauchinger. Merci, Sabrina Serra, pour toutes ces informations. Alors que j'ai un petit point sur le webinaire de cet après-midi qui sera disponible en replay et le support de présentation sera également disponible au moins sur les 3 liens qui sont ici. Ce sont les 3 services de santé au travail de la région Grand Est qui ont participé à ce webinaire. Donc sur le site d'AST67, le site de l'AMTER à Épernay et le site d'EPSAT Vosges. Je vais me faire l'écho maintenant des questions qui sont arrivées au fil de l'eau. Alors attendez voir, on va faire comme ça. Très bien. Je vais rouvrir le micro de mes experts et je vais vous poser quelques questions. Docteur Beauchinger, Sabrina Serra, vous prenez la question selon le sujet. Alors, Nicole a posé la question de savoir est-ce que le système de halte-garderie est possible dans la mesure, je pense tout à l'heure, vous parliez des mêmes professionnels pour les mêmes enfants. Elle posait également la question du changement d'équipe en milieu de journée. Est-ce qu'il fallait faire un horaire continu? Est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques pour les halte-garderies? Non, enfin le cadre général, le guide de déconfinement concernait toutes les structures, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Après, je veux dire, on fait dans la mesure du possible. Je vous ai dit, hein, sur la question de la stabilité du personnel, je sais que c'est dans certaines structures, c'est illusoire. Je veux dire, j'ai des structures de type multi-accueil où il y a énormément de salariés à temps partiel. C'est impossible de faire tourner toujours avec les mêmes professionnels, mais dans la mesure du possible, il faut essayer. Je pense que ce n'est pas le temps de commencer à jouer les apprentis sorciers avec les horaires de travail. Bon, là, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais les horaires de travail, c'est un peu le nerf de la guerre en termes de qualité de vie au travail, d'interaction vie privée, vie professionnelle. J'ai déjà eu de gros soucis avec ça dans certaines structures que je suis. Ce n'est pas le moment de commencer à tout chambouler. Ça risque d'aboutir à des conflits. Je pense qu'il faut essayer dans la mesure du possible de ne pas déplacer les professionnels d'un groupe à l'autre, mais si c'est trop compliqué, que ça remet trop de choses en cause, on ne fait pas, c'est pas la peine. Ok, j'ai des questions autour de la désinfection. Régine demande si la désinfection des jouets avec un nettoyeur vapeur est conseillée. Est-ce que la vapeur permet de tuer le virus? Moi, j'ai pas vu passer ça n'a pas été abordé le nettoyage vapeur. Moi, je veux pas dire de bêtises. Je pense que je vais creuser la question. Il y a plusieurs questions là-dessus. J'ai vu plusieurs questions écrites. Je vais creuser le point et ce sera peut-être annexé, je sais pas quoi. Il faut que ce soit quelque chose de validé quoi, en termes d'effet virucide. Je sais pas si le vaponnettoyage est. On se renseigne, on vous redit Ouais, alors. on se renseignera. Ok, ça me va. Pas dire de bêtises. Cynthia dit on partage les locaux avec le périsco, avec le périscolaire, le hall d'entrée, les escaliers, les WC. Du coup, est-ce que c'est possible d'ouvrir le lieu de rencontre dans ces conditions?
Ben, je pense qu'il faut avoir les mêmes, faut se mettre d'accord entre les deux structures et qu'il faut mettre les choses en place et que les choses soient bien claires des deux côtés. Il faut veiller à ce que du coup, parce qu'après le périscolaire, c'est des enfants plus grands, donc voilà, qui sont aussi en âge de comprendre, respecter aussi les choses, mais vraiment d'établir on disait la communication était très importante, mais vraiment d'établir d'un commun accord les règles qui seront mises en place dans un partage de De locaux, locaux. par exemple. À définir les heures Mm. où il y a de l'écho, là. Oui. Et une question a été posée aussi sur l'alternance de l'ouverture des structures. Si on ouvre le lundi, est-ce qu'on peut fermer le mardi et réouvrir le mercredi, ce qui éviterait de tout désinfecter à chaque fois? Bah, oui, vu les temps, c'est potentiellement une solution, mais je veux dire, ça règle pas la totalité du problème, puisque je veux dire, le nettoyage, on en a parlé 3 fois par jour. Donc, il y a une contamination en cours de journée. Et comme dit, on ampute l'activité pour réduire le risque. C'est le but, c'est quand même de concilier une activité optimale et la prévention. Donc, effectivement, c'est toujours une solution. En réduisant le volume d'activité, on réduit l'exposition au risque. Mais est-ce que c'est souhaitable pour les parents? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'organiser avec un établissement qui fonctionne un jour sur deux? C'est délicat. Nicole pose la question des affaires qui se mélangent. Elle dit en fait, on n'a pas de vestiaire, on n'a pas de casier, nos affaires personnelles sont dans la même salle que les affaires des enfants. Quelles mesures elle peut mettre en place? Bah, là, je pense qu'on est vraiment sur le mode dégradé. J'ai vu la question écrite, j'ai hésité à y répondre parce que ça renvoie à ce que je pensais, c'est-à-dire que moi, j'ai quand même visité beaucoup de micro-crèches, notamment pour faire des fiches d'entreprise, ce genre de choses. Et souvent, c'est des locaux qui n'ont pas été conçus pour ça à la base. Et les vestiaires, c'est souvent le local qui a été oublié lors de la conception des locaux. C'est toujours l'éternel problème des sacrifices qu'on fait dans le monde du travail et de locaux quand on a des locaux qui ne sont pas adaptés. Moi, je pense que là, on est vraiment sur un mode dégradé. S'il n'y a pas de change possible du salarié, le conseil minimal, c'est de venir avec des vêtements, changer ses vêtements tous les jours. C'est-à-dire, ils vont ils vont être contaminés que par le trajet, si vous voulez. Là, on est vraiment dans l'atténuation du possible. Ou alors, je ne sais pas, moi, venir avec au moins avoir un sac avec on change au moins le haut, juste le pull, on enlève. Enfin bon, là, le pull, ça va être compromis puisqu'il fait chaud maintenant. Et au moins changer une couche. C'est vraiment là, on est vraiment dans l'aménagement raisonnable. On n'est plus dans la prévention. On parlait de changer une couche de vêtements. Hein, oui. Du coup, j'ai des questions autour du masque. Pascal nous dit, Pascal nous dit, je suis assistante maternelle. Je m'occupe de 4 enfants de 3 à 7 ans. De fratrie, dois-je porter un masque? Je pense que c'est conseillé. Oui. Ok, toute la journée du coup. Hein. Oui. Disons que quand les enfants sont à la sieste, voilà, on peut respirer, on n'est pas en contact avec eux, mais le reste du temps, il va bien falloir peut-être trouver des moments, voilà, la préparation du repas, on est peut-être moins en présence, vraiment voir comment on peut organiser au mieux, c'est-à-dire sans se mettre non plus martel en tête, mais vraiment s'organiser pour, oui, effectivement, il va falloir porter le masque à certains moments. Oui. Est-ce que le port du masque peut être imposé aux parents au moment de l'accueil des enfants? Là, pour le coup, je suis affirmatif et peut-être même péremptoire. Oui, je vous ai parlé de contrat. Là, on n'est pas sur le contrat moral. Là, on est quasiment sur le contrat tout court. Hein. Je veux dire, on vous l'impose pour rentrer dans les magasins, pour rentrer dans les transports en commun. C'est le b.a.-ba. Ça fait partie des règles. Je veux dire, c'est limite du règlement intérieur de l'établissement. Le parent qui emmène son enfant le matin, s'il met un pied dans la zone d'accueil, c'est l'espèce de sas. Moi, je parle de sas à l'entrée. Pour déposer ses enfants, il vient masquer. Et s'il refuse le masque, il ne dépose pas son enfant. C'est simple que ça. C'est de la responsabilité individuelle. Voilà, il faut vraiment se rendre compte qu'on est tous potentiellement contagieux et qu'on doit appliquer des choses. Ouais. Dans le même ordre d'esprit, Marion demande si elle peut refuser ou renvoyer systématiquement un enfant qui présente de la fièvre. Moi, là, je suis un peu bloqué sur cette question-là. Je suis un peu bloqué parce que si je lis le guide officiel du ministère, l'esprit qui est derrière, ça semble être oui. Mais pour avoir plusieurs structures et pour connaître beaucoup de jeunes parents et avoir des neveux, nièces, etc.,
les petits, enfin, ils sont en période hivernale, ils ont tout le temps de la fièvre, enfin quasiment tout le temps. Ça va être illusoire, ça va aboutir à plus de quiproquos qu'autre chose, quoi. Je pense qu'il faut surtout dire aux parents, si votre enfant a de la fièvre, demandez au moins l'avis du médecin, quoi. De toute façon, si on commence à refuser les enfants parce qu'ils ont de la fièvre, ça va poser problème. Les parents leur donneront des antipyrétiques avant de venir pour qu'il n'y en ait plus. Enfin, on n'aboutira pas à quelque chose de. Il faut surtout dire aux parents, surveillez la fièvre chez vous et s'ils ont de la fièvre, demandez un avis médical. Ok. Et puis, je vais vous proposer une dernière question, et puis on va s'en arrêter là, il est bientôt 15h30. Une question sur la climatisation, on va arriver en période estivale. Est-ce que les climatisations mobiles sont autorisées en présence d'enfants? Alors, ça, c'est une très bonne question. Par climatisation mobile, il faut entendre celles qui sont amovibles, c'est ça? On imagine. Ouais. Donc ça, normalement, sauf si je me trompe, il n'y a pas de flux d'air en fait, qui circule entre la génératrice qui est à l'extérieur et le moteur qui est à l'extérieur. L'unité qui est à l'intérieur, c'est des liquides refroidissants. Je ne crois pas qu'il y ait de problème de qualité de l'air. De toute façon, si elle prélève de l'air, c'est à l'extérieur. Les questions vis-à-vis de la clim, c'était surtout les clims fixes qui recyclent l'air dans les locaux. Et elle pose problème, puisqu'en fait, au bout d'un moment, en fait, ça confine l'air en fait, à l'intérieur et ça recycle de l'air vicié, ça réinjecte de l'air vicié. Ça, il faut avoir un point de vigilance. Les clims amovibles, elles ne recyclent pas de l'air intérieur. Soit elles en puisent à l'extérieur qu'elles refroidissent, soit il n'y a pas de problème de recyclage d'air. Elles souffrent du froid à l'intérieur de la pièce, ce n'est pas un problème. Enfin, je ne pense pas que ce soit un problème. Par contre, les clims fixes avec recyclage de l'air, effectivement, il faut demander un avis à la société qui s'en occupe pour voir s'il n'y a pas un filtre ou quelque chose à mettre en place dessus. Merci. Est-ce que, Dr Beauchinger, Sabrina Serra, vous vouliez ajouter quelque chose ou répondre à une question que vous aviez repérée en particulier avant qu'on termine? Non, j'ai répondu à certaines questions en direct. Après, contactez vos centres médicaux si vraiment vous voulez rapprochez-vous de votre médecin du travail, de vos équipes. Voilà, vraiment, on répond, on est là, on essaie de répondre, alors, pas forcément rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses actuellement, mais on répond. On est là et n'hésitez pas à nous contacter. Il y a une participante qui met dans le règlement intérieur des crèches, les enfants présentant de la fièvre doivent être récupérés par les parents. Si c'est en place chez vous, je veux dire, si c'était en place en temps normal, il n'y a pas de raison de ne pas le faire en temps de crise. Hein. Comme j'ai commencé mon propos par dire, de toute façon, le risque biologique, ça ne se résume pas au Covid-19. Hein. Si la fièvre, derrière, c'est une varicelle, et que vous avez des professionnels adultes qui ne sont pas immunisés contre la varicelle, c'est un gros problème aussi que l'enfant vienne et contamine les autres. Donc, si c'est déjà en place de refuser systématiquement les enfants qui ont de la fièvre, et ben, continuez. Je veux dire, c'est pas si c'était pas en place que ça peut être délicat, quoi. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, il me reste à remercier nos intervenants, Dr Fabien Beauchinger, Sabrina Serra d'AST 67, et remercier également Thibaut Carton et Julien Vaudeville qui ont assuré vos réponses par écrit. Il me reste à tous vous remercier pour votre participation et d'être restés jusqu'au bout de ce webinaire très intéressant. Et puis, ma foi, nous nous retrouverons certainement pour d'autres webinaires puisque l'un ou l'autre service de santé au travail continue son action de communication et de diffusion de conseils de prévention autour du Covid. Prenez soin de vous, soyez prudents, respectez les gestes barrières et on vous dit bon week-end.